Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel en vacances, mais qui attend les vacances. Bonjour à tous, mais pourquoi en vacances et qui attendent les vacances? Car lorsque nous enregistrons cette émission, nous sommes en vacances, mais lorsque vous les écouterez, nous ne serons plus en vacances. Vous avez vu déjà la fatigue du mec qui est plus en vacances. Et on attendra les vacances suivantes. C'est dur d'être fonctionnaire quand même. Les vraies grandes vacances. Voilà, c'est celle où on glande. La voix que vous venez d'entendre, car c'est toujours lui qui parle en premier en général après moi, c'est Tizak. Bonjour Tizak. Bonjour Pierrick, bonjour tout le monde. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. On t'entend à peine quand tu parles comme ça. Super, on dirait Marco-Olivier Fogiel. Oui, il a un petit côté. L'autre voix que vous venez d'entendre, c'est Thio, toujours aussi acerbe, toujours aussi fin dans le verbe. Bonjour Thio. Belle rime. Oui, Ouais, c'est une rime riche, verbe. Oui, C'est riche. Non, verbe serbe. Ah pardon, Et serbe. c'était même pas voulu. Et c'était serbe, ouais. Pas... Ah oui, c'était acerbe, c'est vrai. Ouais, c'est... Putain, oula. Donnez-nous des vacances, définitivement. Pour cette émission, nous allons vous parler de quelques bandes dessinées en express, bandes dessinées dont nous avons déjà parlé, mais il y a les tomes nouveaux qui viennent de sortir. Puis nous parlerons de Sherlock Fox, puis des tomes 1 et 2 de Péché Mignon. On enchaînera avec le tome 2 de Roll Queer, puis les énigmes de Léa. La carte blanche sera faite par Nemo, qui nous parlera d'un auteur asiatique que je ne connais pas, mais c'est comme ça, j'y connais pas grand chose en auteur asiatique. Heureusement que Nemo est là pour nous en parler. La splash page sera consacrée à Succombe qui doit de Rika et Ozana, mais vous pourrez entendre Rika qui nous racontera un peu comment ça se passe, le travail d'artiste et d'auteur de bande dessinée, et c'est pas tous les jours facile. Le online vous parlera d'un Tumblr assez original et très très bien foutu. Un hors-sujet où je vous parlerai d'une série sortie du néant. Et puis ce sera fini. Vous avez vu un peu le hors-sujet, c'est moi qui prononcerai le titre, Pipi. D'accord, je te laisserai Enfin, prononcer. c'est pour les auditeurs que je dis ça. Enfin, après, C'est vrai que ça risque d'être bon pour vous. Nous, on vient d'enregistrer une émission avec un stylo dans la bouche. Ouais. Ouais, ou alors des chamallows, ça marche aussi. Et sans plus Avec attendre, des préservatifs aussi, ça fonctionne, mais après c'est un peu dégueulasse au niveau de la vaseline. Bah, ça fait des bulles. monsieur est connaisseur. Nous pouvons donc passer tout de suite à la Comme suite. disait un célèbre prophète, il faut toujours avoir un lubrifiant sur soi. Ouais, il a dit ça comme ça. J'étais là, Ouais. Express. Ah ouais, tu zappes, toi. Ouais, avec Avec le le lubrifiant, lubrifiant, ça Express. accélère. Ça glisse. La revue dessinée numéro 3 du printemps 2014. Une revue qu'elle est bien, dont vous avez déjà dit beaucoup de bien. Parce qu'elle est bien. Parce que je vais fermer la bouteille d'eau avant qu'elle tombe sur ton... Oui, dans cet épisode, vous pourrez lire une magnifique histoire sur les mouches mangeuses d'hommes, et qui fait très très peur quand on la lit. Une magnifique histoire sur la guillotine, qui nous raconte un peu l'histoire de la guillotine, magnifiquement illustrée par Ricard, que vous entendez tout à l'heure. Sur le Ça fait renouveau... 3 fois magnifique. Sur le renouveau du Front National et la formation de ses cadres. Oui. La formation aussi en Allemagne avec la précarité des jeunes travailleurs. N'y voyez aucun lien. On parlera aussi de Pochep qui se lance dans l'escrime, et franchement, Pochep... Ouais, non, là je me suis revu. Hein. Oui, ce qu'on a fait de l'escrime, et franchement, quand tu dis Pochep qui se lance dans l'escrime, c'est tout à fait vrai. On voit qu'il a fait du vrai journalisme. D'investigation. D'investigation. Voilà. Ensuite, on a continué sur les énergies, je crois que c'est la fin de l'article. Oui, la fin de l'article sur les énergies, et principalement le gaz de schiste. Voilà, ensuite sur le veto de la Syrie et le veto de l'ONU. Où est-ce que ça nous mène? Il y a aussi toujours un truc sur les bits. Oui, mais les bits informatiques. Les bits informatiques. Passion Bite. Voilà. Par Hervé Bourris et je ne sais plus qui au dessin. Je crois qu'on a quand même fait pas mal le tour. Hein. Voilà. Donc, plein de sujets très variés. Toujours très intéressants. On va aussi parler d'un auteur... d'un artiste assez intéressant musical. Ils sortent toujours des artistes sortis du néant dans leur rubrique. Bref, la revue dessinée, c'est toujours aussi bien. C'est toujours autant de reportages mis en forme de façon très variée et très bien foutus, qui alternent l'humour et la peur. Parce que franchement, le truc sur les mouches, vous le disiez, après, quand vous voyez une mouche, vous la regardez plus du même œil.
Ouais. Et bah, c'est une très belle revue que nous ne pouvons que à nouveau recommander. Abonnez-vous, achetez-la. Si vous vous intéressez un tant soit peu à ce qui se passe dans le monde, foncez. Voilà. Quelque chose à rajouter, Thio? C'est quoi le truc qui t'a le plus marqué dedans? Le truc de Rika sur la guillotine. Sur la guillotine, effectivement. C'est très très beau. magnifique. Oui. Graphiquement, c'est splendide. Voilà. Allez, moi un petit reproche sur celui sur le Front National où on sent que au niveau BD, ils n'ont pas eu grand chose à montrer dans le reportage, mais il y a à côté de ça des articles illustrés sur l'évolution de la communication du Front National, qui est très très intéressant. Moi, comme j'aime beaucoup toutes les histoires de com et comment ça évolue, c'est vraiment super bien. Yeah. Walking Dead, tome 19, Ezekiel. On va pas refaire le pitch du début. Il y a eu des zombies partout. Non, et il y a des essaient de morts qui se sortir. sont relevés, on sait pas Voilà, si c'est des oui, zombies. des morts qui sont relevés et les gens essaient de s'en sortir. Et on suit le groupe de Rick avec tous ses potes qui sont encore en vie, c'est-à-dire pas grand monde. Et on a donc un gros bourrin qui est venu en fait tataner la gueule à tout le monde. Et là, tout le monde maintenant veut lui tataner la gueule, dont Rick. Et là, on n'est plus sur les petits groupes qui essayent de s'en sortir en rencontrant d'autres groupes. Là, on est vraiment sur plusieurs petites sociétés, chacune développée de leur côté, qui essayent de tataner la gueule de l'autre grosse société. Ils sont en train d'organiser la guerre. Voilà. Une sorte de révolution. Parce qu'un mec a réussi à mettre en place une sorte de pseudo partenariat avec tout le monde. C'était donc vous nous filez de la bouffe, des munitions, sinon on vous fume. Et en même temps, on vous protège des autres. Oui. Et, C'est honnête. et voilà, mais comme Rick en fait il aime pas trop ça, il est en train de faire alliance avec plein d'autres groupes pour aller lui tataner la face. Sauf qu'il fait semblant d'être... Sauf qu'il franchement voilà, là il a fait un jet de folie pour faire le plan. Oui. Mais un jet de malade. Hein. Il a un super plan, sauf que d'un coup il a fait un fumble, mais de chez Fumble. Voilà, grosso modo il croise le gars dans un couloir, il lui dit au fait tu sais quoi, je suis en train de remonter une révolte pour te buter. En gros, hein. Mais on va voir comment il s'en sort. Moi, j'aime bien parce qu'on change un petit peu les forces en présence. On change aussi le niveau social. Et puis il y a des personnages qui disparaissent maintenant. Oui. Les morts. Les Walking Dead, en fait, il n'y a plus de Walking Dead. Il y en a plus beaucoup, On n'en parle quasiment plus. Voilà. C'est vraiment la reconstruction d'une société, hein, c'est ce qu'on avait dit. Mais là, Dans le précédent tome, ouais. on est passé, voilà, on a une guerre, vraiment. C'est plus une petite bataille, c'est une guerre, et c'en est très intéressant. Si vous avez aimé The Walking Dead, allez-y, commencez par le premier, c'est peut-être pas le tome pour démarrer. C'est une série qui est agréable à lire et à suivre. Et là, moi, je trouve qu'ils ont bien réussi à se relancer, alors que j'avais peur qu'ils traînent un petit peu la patte. Et je viens de rater mon lancement de jingle. Et là, donc, on va faire... J'ai fait un fumble total. Mais total. Express. Et nous allons parler maintenant de Un voyage en Inde. On en a déjà parlé, mais vous ne l'avez pas entendu car on a eu des problèmes sonores dans le anti-pop crossover avec mort. voilà, qui était. J'espère que vous avez aimé. Nous, on a aimé. Donc du coup, c'était Voyage en Inde parce qu'en fait, il m'a coupé pour me dire qu'on l'avait jamais fait et qu'en fait, on l'avait déjà fait. Donc Voyage en Inde chez Bamboo, c'est Becca et Marco qui l'ont fait. Alors c'est un deuxième tome parce qu'il y a déjà eu un voyage en Chine. Merci. Voyage en Inde, donc ça va nous conter l'histoire, le petit voyage que vont faire nos deux personnages en Inde justement, où ils vont donc s'armer de patience avec leurs médicaments et leur gastro pour survivre à la cuisine indienne. C'est du gag en une planche avec un fil rouge. Avec un fil rouge donc sur la diarrhée. Sur le caca. Voilà. C'est rigolo, c'est léger, c'est pas prise de tête. Après, toi, je sais que t'as pas trop accroché, vu que tu me l'as déjà dit, je crois. Voilà, donc on refait une chronique qu'on a déjà faite, mais qui n'a pas été entendue parce qu'elle a été oubliée, parce qu'elle a disparu à cause et on l'a fait en accéléré. Voilà. Et ouais, bien. Quelques passages sympas. Le passage dans l'ashram m'a fait beaucoup rire. Mais voilà, le running gag du gars qui est à fond sur la gastro. Enfin. Peut-être qu'on va me dire qu'en fait il est pas vraiment à fond sur la gastro, mais moi j'ai noté que ça. Alors après, c'est aussi une bande destinée destinée jeunesse. Peut-être que ils se sont adaptés à leur public. Je ne sais pas. Moi j'ai pas trouvé. Je trouvais que c'était quelque chose qui était un running gag sympa, mais que globalement il arrivait à montrer un peu des côtés de l'Inde que je connaissais pas et qui sont plutôt fun. Enfin voilà, c'est plutôt agréable. Sans casser trop patin canard. Le dessin est pas mal. Oui, le dessin plutôt joli, mignon. Plutôt joli, mignon, et en plus il y a des petits passages où on se dit quand même qu'il a du talent et qu'il pourrait faire des trucs encore plus moins caricatural et plus réaliste. Voilà. On
On a fait du vrai express, vraiment express là. Ah bah écoute, on est encore maintenant dans Sherlock Fox, le chasseur chez Glénat de Douillou et Morvan. Do you. Pardon. Douillou qui est une Merde, super putain. signature d'ailleurs. Pipi qui se met à chanter. Oui, c'est vrai. Alors, Désolé, je le ferai plus, je te laisse cette place. Donc qui est Sherlock Fox? Donc c'est un enquêteur dans un monde animalier où les animaux Un flic, en hein. fait... ouais, un flic, un enquêteur quoi. Un flic, ça va, un flic enquêteur. Oui, non mais... Un flanquetteur. Un Parce que c'est vrai flanquetteur. qu'en lisant le titre, on pourrait se dire que c'est un peu comme Sherlock Holmes, que c'est Non un mais ça, enquêteur à part. là c'est un flic qui enquête, qui fait des enquêtes, qui est un des meilleurs enquêteurs d'ailleurs de son service, D'où son surnom. de Sherlock. Et dans un monde où... Et pourquoi Fox? Parce que c'est un renard, parce que c'est un monde donc qui est peuplé avec que des animaux. C'est Et le plus qui- grand des détectives. Oui, c'est lui, Sherlock Fox, le voici. Et Il donc, habite... Pardon. Il habite Baker Street. Merci. et donc ils ont réussi en fait à vaincre Moriarty le méchant. leur souhait, on va dire, le plus primaire, c'est-à-dire de se manger les uns les autres. Les animaux ne se mangent plus les uns les autres, Oui. et non, ils sont C'est tous devenu, végétariens. c'est devenu d'ailleurs un crime. C'est un crime, et c'est le crime le plus horrible d'ailleurs. Brigand élégant. Donc La il n'a pas, carouche sur la- à la main. donc il n'a pas la bite à la main, mais par contre, ça peut être un running gag que d'avoir la bite à la main dans cette bande dessinée. Courez. Alors justement, donc on arrive parce que donc c'est paru chez Cho. Oui, Cho la collection. Et il y a justement C'est le chez Glénat. passage qui a, et c'est justement le passage qui a un petit peu chafouiné Monsieur Pied-Pied. Oui, il y a un petit passage, donc c'est jeunesse, clairement, enfin c'est dans une collection jeunesse, et il y a un petit passage très ouvertement sexuel, Ah bon? oui, très ouvertement sexuel, qui m'a vraiment surpris. Ça aurait été dans une autre collection, ça m'aurait pas choqué du tout, ce serait même passé totalement inaperçu, mais là, le fait que ce soit dans Cho la collection, et voilà, bon, c'est un petit détail, Le texte est ma chérie, tu me sens? oui, voilà. Globalement, c'est une bonne enquête, c'est intéressant, c'est un tome 1, donc on a une amorce d'intrigue principale. Je trouve que le titre Sherlock Fox, qui nous fait penser tout de suite justement au plus grand détective, au dessin animé Sherlock Holmes avec le renard, etc., est un peu abusé. C'est un moyen d'attirer le public, je pense, mais ça peut... Voilà, moi c'est le truc qui m'a fait bizarre, c'est je m'attendais à du Sherlock Holmes, renard, machin chose, pas du tout. Pas du tout. Le gars, il est juste bon détective. C'est pas le gars qui va avoir le petit détail de la mort qui va t'en sortir quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Scénaristiquement, c'est sympa. C'est un premier tome. On a envie de savoir où ça va aller derrière. On a un final où on fait oh, je veux connaître la suite. Voilà. Tu es d'accord, Théo? Le final t'a donné envie de... Oui, ça donne envie de lire la suite. C'est assez sympathique, c'est frais. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça très sympa dans la lecture. Par contre, au niveau du dessin, il y a des choses qui m'ont un petit peu choqué. Donc c'est un petit peu, on va dire, dessin animé quoi, au niveau du dessin, très coloré, c'est bien dessiné, c'est sympa, mais par contre je sais pas si c'est voulu par le dessinateur ou si c'est une erreur dans l'impression, mais sur certaines planches j'ai eu une impression de flou. Ça donne l'impression que c'était un dessin qui était numérisé et sur lesquels il y a eu une espèce de zoom. Et du coup, le zoom va... Enfin, en abusant, en faisant un petit abus de langage, on va dire que ça pixelise. C'est ça. On a l'impression que c'est un petit flou pixelisé. C'est moi, l'impression que ça m'a donné, c'est qu'il y a des planches qui sont superbes et que de temps en temps, ils donnent des gueules un peu caricaturales aux personnages et en fait, ça passe pas. oui, mais Ouais. ça, mais il y a des planches où t'as l'impression que t'as des bords des découpages de personnages qui sont lisses et d'autres où c'est pixelisé, c'est ça. Voilà. Je trouve que c'est assez inégal graphiquement, quoi, parce que on sent que le gars a un putain de talent, et puis il y a certaines planches où j'ai été moins accroché au milieu, alors que bah, globalement ça reste très très propre. Hein. C'est vraiment le contraste qui fait ça, c'est-à-dire que les planches, je dirais moins bonnes, paraissent moins bonnes, surtout parce qu'à côté t'en as des vraiment exceptionnels. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'on pouvait avoir quand on était gamin, des BD type Taram et le chaudron magique, où en fait la BD était des extraits du dessin animé. Oui, les animes comics. Voilà. Et donc en fait, forcément, il y a des adaptations numériques qui, une fois passées à l'impression, waouh, ça piquait un peu aux yeux, quoi. Ça collait pas bien. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que de temps en temps, on va avoir certaines vignettes où on est vraiment en décalage par rapport au reste de la qualité graphique, quoi. Et même sur les scènes qui sont plus larges, ça donne cette impression de zoom des zooms, c'est-à-dire que vu qu'on est très loin, ça donne plein de détails, les traits sont super fins, etc. Et quand on est sur des gros plans, on a l'impression qu'on a zoomé en fait, et que du coup on manque de détails, définition. ouais.
Manque de détails, ouais, cette perte de détails derrière. Mais sinon, ça reste une série bien prenante. Je trouve le parti pris de l'univers cool, original, bien pensé. Et on a envie de savoir comment ce monde en est arrivé là. Et je pense que ça sera un des mystères qui sera révélé dans les tomes suivants. C'est comment en sommes-nous arrivés à ce que les animaux se soient humanisés et qu'il n'y ait plus d'êtres humains. Ça me faisait penser un peu aussi dans le style à une bande dessinée dont on a déjà parlé, qui était chez Milady. Là aussi animalier, en noir et blanc. Ah oui. Il y a 2 tomes qui ont été la faits. La saga de avec un Axis et non, pas celle-là. Non, ça c'est chez Ankama. Ça c'est chez Ankama, oui, pardon. Je cherche ça et je vous donne le nom juste après. Quand ça te revient. C'est pour qui? Thio? Les enquêteurs pervers. Ouais. Les enquêteurs qui aiment les chevaux à poil. Je dirais que pour des ados, hein, déjà, parce que pas de chaud, plus ados. Pour ceux qui aiment les univers décalés, mais dans le sens, tu sais, une sorte d'univers parallèle. Voilà, ce côté-là. Parce qu'il y a une approche que je trouve très intéressante sur comment cet univers est raconté. Nous retrouvons notre ami Arthur. Arthur de Pince. Et son personnage d'Arthur. Arthur. Martin. Non, c'est pas. Non, ça marche pas. Donc, dans Péché Mignon. Péché Mignon est une série qui était prépubliée dans Max, je crois, le magazine. Ah ouais. Ouais. Et qui nous raconte les aventures amoureuses, amoureuses, les aventures sexuelles d'un jeune, on va dire, trentenaire moyen, Arthur. Et on voit comment ça se passe. C'est traité avec beaucoup d'humour. C'est du gag en une case, une planche ou parfois plusieurs planches. Et on suit un peu comment est-ce que ce mec essaye d'avoir une sexualité correcte dans un monde difficile. Et donc on a plein de blagues de cul en fait, pour résumer. Et c'est plutôt... Alors tu es en pleine recherche, donc je pense que je suis un peu en roue libre tout seul sur la chronique. Alors c'est plutôt pas mal parce que ça... Si tu vois ça, je te rattrape. Bon rattrapage, merci. Alors c'est plutôt pas mal parce que donc je les ai offerts à ma copine et donc on a eu une lecture féminine, on a eu une lecture masculine. Nous avons ensuite échangé sur le truc. Et vous avez essayé des nouveaux trucs? Non, parce qu'on avait déjà tout fait. Et donc, vous avez des petits corps et des grosses têtes? Non, une petite bite et... Pardon. Instant vérité. C'est moche. Et oui. Ça y est, tu es perdu. Non, je suis reparti. Alors, et finalement, elle me dit que c'est assez fidèle de ce que pensent les femmes pour certaines actions, pour plein de choses. Et j'ai trouvé ça assez fidèle aussi pour ce que pensent les garçons. À partir du tome 2, il se fait beaucoup aider par des co-scénaristes, dont pas mal de femmes, j'ai l'impression. Donc je pense que ça permet aussi d'avoir ce côté féminin. Vous pouvez d'ailleurs, on en avait parlé dans la longue émission que nous avions consacrée à Arthur de Pince, que vous pouvez écouter, qui avait été diffusée l'an dernier. Vous faites une recherche sur lavoidesbulles.fr, vous devriez la trouver. Oui, alors faites une recherche sur La Voix des Bulles, franchement c'est le bordel. Oui, mais si vous cherchez Arthur de Pince, vous allez trouver ce que vous voulez. Parce que si tu essayes de chercher BD noir et blanc, animaux, c'est vrai que c'est plus compliqué. Je mets pas autant de mots-clés. Voilà. Ouais, mais c'est le problème, hein. Voilà. T'as qu'à faire toi les articles, à mettre tous les mots-clés, parce que c'est la galère. Graphiquement, on retrouve le style vectoriel d'Arthur de Pince, donc un côté très animation, en fait, qui fait très animation. Un dessin tout en caricature, avec des personnages tout petits, avec des grosses têtes. Qui est fin, qui est joli. Je trouve qu'il y a beaucoup de charme dans ces personnages et pourtant au niveau des formes c'est pas très naturel si on y réfléchit bien. Ce côté cartoony passe vachement bien. Il joue vachement bien le coup des expressions sur les visages. C'est bien découpé, c'est bien fun. Et effectivement il y a un petit côté trentenaire moyen qui veut pécho quoi. Voilà. Qui veut niquer hein. Ouais là c'est vraiment purement sexuel. Hein. Il cherche pas l'amour. Hein. Voilà. Donc ces 2 tomes sont sympathiques, pas prise de tête, et ils sont pour qui? Pour les mignons pervers. De mémoire, il s'était pas fait aider ou demander conseil à une nana pour savoir si
si ses gags ou si sa vision des choses n'était pas trop sexiste, justement. Bien, comme je le disais, à partir du tome 2, il est co-scénariste. Et il l'a dit, tu avais écouté. Ah, pardon, j'avais oublié de mettre mon casque. Voilà, tu viens encore de tuer des oreilles. Pardon. Bah, c'est pour ça que j'ai pas le casque. Donc voilà, Péché mignon, d'Arthur de Pince, pour ceux qui veulent rigoler avec le cul. Voilà. C'est chez Fluide G. Ouais. Alors, il y a un super intégral qui est sorti avec une couverture en vinyle latex Ouais. à fermeture éclair de la mort. Mais si vous, ça revient plus cher d'acheter l'intégrale avec le vinyle latex que d'acheter les tomes à l'unité. Oui, Voilà, mais parce donc que c'est une édition spéciale aussi. Bah, pour offrir, voilà, on va dire. C'est la première intégrale qui est sortie, donc. Ah oui. Voilà, donc pour offrir, on va dire, ouais, le côté vinyle, Pour machin offrir chose, peut avec être une rigolo. bonne boule SM. Mais sinon, voilà. Roll Queer. Le tome 2. Roll Queer est un Français. Tadam! Un Français Je suis François le Français. qui va amener la finesse, la culture et la classe française dans ce pays de demeuré qui est une espèce de Japon qui n'est jamais vraiment appelé Japon. Voilà. C'est une bande dessinée de Philippe Cardona et Florence Torta qui nous racontent donc ces mésaventures de ce personnage complètement fou qui est arrivé donc dans ce pays dans le premier tome et qui maintenant s'est installé et qui est devenu boulanger. Sauf qu'il s'emmerde parce que ça manque d'aventure et que lui, c'est un chevalier. Il veut faire des aventures, etc. Et donc, ils essayent de trouver une raison de faire des aventures et ils se rendent compte que tous les plus grands héros du pays se sont fait enlever. Et donc, il se dit, oh là là, ça doit être moi le prochain. Attention, tu as trouvé le nom d'une BD qui cherchait, vas-y. Parce que c'est Grandville, avec un inspecteur Lebroc. Oui. Voilà. Donc, Et Sherlock Fox fait penser à Grandville. Voilà. Mais sauf que c'est Grandville, c'est en noir et blanc. Okay. C'est bon, tu es de retour parmi nous? Ouais, à fond. Donc, Rollville. Et donc, il attend, voilà, il se dit que ça va être lui le prochain, alors que pourtant, lui, il a une armure, elle se met même pas toute seule sur son corps, alors que dans le pays, ils ont tous des armures qui se mettent tout seuls sur le corps, tu vois. C'est quand même vachement plus pratique. Et il décide d'essayer d'aller trouver le grand méchant qui enlève tous les héros derrière. Pour cela, accompagné de ses compagnons, le chibi mignon petit renard et la ninja maid de combat. C'est ça. La ninja soubrette. Voilà, la ninja soubrette. Ils vont devoir aller dans une ville étrange, c'est Otakland ou un truc dans le genre, qui est rempli de gens très bizarres qui collectionnent des figurines et des objets à l'effigie des héros. Otaku, un truc comme ça. Attention, très très tiède. Roll Queer est une BD complètement débile. Mais complètement débile. Mais débile dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça prend tous les clichés du Japon, tous les clichés du français, ça les mélange, ça secoue un bon coup, ça rajoute plein d'autres références à plein de conneries qu'on peut connaître. Du Street Fighter. Et ensuite... Jace, c'est le conquérant magique, parce que c'est Jace quand même le personnage. Ouais, c'est vrai qu'il ressemble à Jace. Et ensuite, laissez-vous, vous... Les conquérants de la lumière, mais conquérant magique. magique. C'est un nouveau truc, je le connaissais pas celui-là. Oh, t'as mis du temps, leur fais pas trop le mal. Hein, non mais écoute, moi après oula. Et moi j'ai dit ensuite les conquérants de la lumière. Jace, va. Et donc, voilà, on va suivre un Non, peu... c'est pas Jace. Vas-y, allez. Bon, là, je crois que Joyce aussi. Là, t'es perdu, là. Va Joyce, conquérant de demain. Va, Jonathan. Et Joyce Jonathan. Non. Merci pour la blague pourrie en parallèle. Bon. Va Joyce, Jonathan. Donc, toujours cette histoire complètement débile, très prenante, pas prise de tête, et qui est fun parce qu'on va chercher dans le moindre détail parce que Philippe Cardona est un fou furieux du détail. Et c'est pas ce qui manque, les détails. Parfois à l'excès, j'aurais envie de dire. Oui, quand on regarde les planches de loin, c'est un peu indigeste. Parce que... Oui, mais en même temps, je suis désolé les gars, ici, il a quand même la sincérité et l'honnêteté de ne pas nous faire payer les détails. C'est vrai. Hein, c'est totalement gratuit, c'est dans le prix de la bande dessinée et on a à donf de détails, donc du coup on peut s'amuser à chercher longtemps. Ah oui, c'est comme certains jeux vidéo, hein, on le finit une première fois en 3 minutes et puis après on en a pour 2h30 à rechercher tous les détails. Puis il y a des références à des trucs même modernes, tu vois, genre l'Attaque des Titans. Si je vous parle de l'Attaque des Titans, c'est ce manga qui a un très grand succès à l'heure actuelle et que tout le monde connaît bien sûr parce que c'est un des plus grands succès à l'heure actuelle de manga. Je connais pas non plus, mais j'ai vu des images et apparemment c'est des références. D'accord. Et donc, et pareil, le coup des robots géants dans lesquels ils rentrent à la fin des combats pour finir le combat. Enfin, voilà. Qui ont une classe phénoménale avec une gueule de tonneau, c'est pas mal. C'est complètement barré. C'est super fun. Il y a un dessin
mignon, drôle, super dynamique. Thio, quelque chose à rajouter? Non, parce que tu le fais super bien. Franchement, non, c'est de la très très bonne. Moi, j'aime beaucoup Philippe Cardona et Florence Dorta, donc du coup, c'est excellent. Il y a beaucoup de textes. Hein. Il y a beaucoup de textes. C'est pas que des dessins avec plein de détails. Il y a aussi beaucoup de dialogues. Bah, disons qu'on s'attend en général quand on a ce genre de dessin-là à avoir quelque chose avec peu de dialogue et où ça se lit très très vite. Et là, en fait, ça prend son temps à lire. Hein. Enfin voilà, très très bon moment de lecture. C'est pour qui? Ah, Oh, bah, les trentenaires régressifs. Hein. oui, je crois qu'on dira pas mieux. Tu dirais mieux? Parce qu'en fait, j'ai essayé de faire une sorte de fil conducteur avec le mot pervers. Donc, je pensais que c'était pour ceux qui aimaient la perversion du mangaka, en fait. D'accord. Bon, Ok, monsieur, tu as un truc à nous dire sur la perversion aujourd'hui ou... Mais en fait, sur le dernier, il n'y en aura pas parce que j'ai vraiment rien trouvé parce que c'était trop pourri. D'accord. Et donc, tout de suite, dans le les énigmes de Léa chez Bambou. Alors, je sais pas comment est-ce que c'est arrivé chez nous, mais Vous l'avez demandé. Mais Par la poste. Non. Alors, Bambou a la bonté de nous envoyer des choses et c'est deux jeunes gens que sont... alors, est-ce que t'as la preuve que j'ai demandé ça? je vais aller fouiller dans les Est-ce mails. que tu as la preuve que j'ai demandé ça? Toi, c'est sûr. Moi? Oui. Vous avez demandé les énigmes de Léa. Je me suis dit... Non, mais c'était une blague. moi, c'est quelque chose qui m'aurait pas tenté à la base parce que c'est vrai Oui, que c'est pas tentant. Ouais. ça vise les jeunes filles avec un système d'énigmes. Donc, je vais vous demander... J'ai cru qu'il allait dire ça. Jeune fille avec avec un système nerveux, avec un OG plat, quoi, grosso modo, et un cerveau amorphe. Je vais vous demander d'oublier tout cynisme, d'essayer de vous mettre à la place des gens à qui est destiné cet album pour pouvoir en parler au mieux, sans vos préjugés et vos a priori, parce que vous l'avez demandé. Alors, les énigmes de Léa, donc des histoires en 1 ou 2 pages où on va donc suivre une histoire, une aventure, une enquête. Il y a un mystère à résoudre et comme dans Pif Gadget, nous avions donc tous les de Ludo. Voilà, merci. Et nous avions exactement la même chose où on cherchait, Il y avait Mickey Énigme aussi dans le journal de Mickey. Ou enfin, ils l'ont tous eu. Voilà, ils l'ont tous eu. Mais donc là, c'est les énigmes de Léa. Et donc Léa va enquêter, il va dire, ah, toi t'es un menteur parce que en fait c'est pas comme ça que c'est passé. Bon, les énigmes certaines sont un petit peu capillotractées. Les réponses aussi d'ailleurs parce que tu te dis, ouais, bon ok, c'est comme ça qu'elle a. C'est des réponses de filles, c'est normal. Alors ça c'est très sexiste ça. Voilà. Tape-toi la main. Oh oui. Voilà. C'est surtout parce que tu dis ça parce que tu les as pas toutes trouvées, tu avais trop la honte. Tu t'es dit c'est pour les gamines et moi je trouve pas. J'ai trop la honte. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai compris ça exactement. C'est pareil. Non, tu as raison. Et alors, certaines sont sympas, d'autres bof. Et le problème de les énigmes de Léa, c'est que les énigmes de Ludo ou dans Mickey ce que c'était ou dans Mickey Énigme, etc. Ouais. c'est qu'il y en avait qu'une. Oui. Et là, Il y en avait qu'une. Il y avait une page. Tu faisais ton énigme, tu cherchais, t'étais content. Sauf que là, t'en fais une, c'est bien. T'en fais 2, 3. Et En bref, dis-le, c'est un cahier de vacances. C'est ça. Il faut faire une page par jour. C'est un cahier de vacances, faut le faire une page par jour. Et le problème de les énigmes de Léa, c'est que Léa n'est pas une héroïne de bande dessinée. Parce que Léa, en fait, on ne manque de connaît background, pas. quoi. Elle est rien. D'accord, c'est un personnage creux qui manque un peu de fond, c'est ça? Moi, c'est un peu. Elle est blonde. Non, enfin, on s'en fout qu'elle soit Putain, blonde. mais Thierry, en fait, t'es venu aujourd'hui, mais que pour qu'on ait la lycra sur le dos, c'est ça? C'est ça, la lycra. J'attendais la réaction, c'était fait exprès. Toi, t'as du lycra sur le dos, mais sinon, à part ça, je vois pas bien le rapport. Ouais, mais toi, t'as du nylon, non, aussi, non? Lycra, nylon. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Coton? Allez, nichon. Ah non. Laine. Bon, donc les énigmes de Léa, graphiquement. Très simple, caricatural, un peu carré. Plein de couleurs, plein de jolies couleurs pour les filles. Je suis désolé, j'arriverai pas à vous le vendre. Voilà, c'est pas du tout ma tasse de thé, c'est pas ma cam, et je pense que ça peut plaire à des jeunes filles fraîches, Des jeunes et filles pimpantes. en fleurs. N'ayez pas peur.
Si la vous, si vous entendez des bruits derrière, ce sont justement des jeunes filles qui viennent de passer. Oui, mais pas encore en fleurs. Bah là, elles sont en graines, là, pour l'instant. Loin d'être en Là, fleurs. elles ont même pas encore été plantées, là. Moi, ce que je regrette, c'est qu'ils ont fait les énigmes de... Oh, non, tiens. Alors, tu parles de Je la crois qu'on va fille de tirer Pépier. je crois qu'il y en a un qui va pas ressortir vivant de cette émission. Je crois qu'il va aller faire du bad sur les moignons qu'il aura à la place des genoux. Mais quand il est en bed. Donc moi ce que je regrette c'est qu'ils ont fait les énigmes de Léo, les énigmes de Léa, et donc il y a eu vraiment une recherche sexualisée des des BD, alors que en gros comme quoi il faudrait faire un truc. Enfin moi je sais que j'ai toujours du mal avec les trucs pour filles, les trucs pour garçons. C'est un truc d'énigme, ça peut marcher aussi bien pour les filles que pour les garçons. Pourquoi vouloir faire un enrobage pour les garçons, un enrobage pour les filles? C'est le truc qui m'a un peu gêné en fait. C'est juste pour que ça attire l'œil. Hein. C'est comme Et- quand tu vas chez le boulanger et que tu as les pochettes surprises bleues, les pochettes de surprise rose. Dedans, c'est quasiment les mêmes conneries. C'est comme les hein. Kinder pour filles et Kinder pour garçons qu'ils ont fait maintenant. C'est Moi ça. c'est des choses ça me choque. En plus maintenant il n'y a plus rien à monter dedans, c'est trop la loose, voilà. Alors en plus, surtout, moi il y a une autre chose aussi qui m'agace un petit peu et je crois que malheureusement ça devient un petit peu fréquent chez Bambou, c'est que on n'a pas les mêmes taux de couleurs dans chaque page. Une page où on a des couleurs qui pètent sa mère et qui te piquent les yeux, la page suivante on est sur des tons pastels et pour autant le personnage est habillé de la même façon, donc ce serait peut-être bien de faire un petit peu attention à ce qu'on est D'uniformiser la chose. Ouais. Voilà, Ouais. des couleurs par exemple, le jaune des cheveux qui reste le même d'une page à l'autre, et pas qu'on ait un jaune citron d'un côté et puis un jaune péchu de sa mère de l'autre, jaune primaire. Enfin bon, voilà, c'est juste un avis personnel. Bon, quoi qu'il en soit, on n'est clairement pas le public visé. Je ne sais même pas pourquoi vous l'avez demandé. Mais c'est cool, c'était un beau casting par erreur, et c'est peut-être quelque chose que j'offrirai un jour à ta fille. D'accord. C'est pour qui? Ben, pour ta Pour fille ta dans 15 ans. Non, dans 10 ans. Non, 10 ans. ouais, 8 ans. 8 ans. 6 ans. 8 Bah, en ans. fait, déjà, il faut qu'elle sache lire, donc déjà au moins 4. Hein. D'accord. Moi, je pense que quand elle aura 8-10 ans, pas plus. Bah moi je dirais que c'est pour les enfants qui aiment les jeux d'énigmes comme les Mickey énigmes, les Ouais, enquêtes de Ludo, mais etc. en fait, je pense qu'il aurait fallu que Bambou soit plus audacieux et se dise tiens, on va faire un petit carnet de vacances ou un petit truc, tu vois, avec plein de bandes dessinées dedans, dont les énigmes de Léa. Style faire une sorte de journal de Mickey. C'est peut-être ce qui arrivera après. Voilà. En tout cas, on vous lance l'idée chez Bamboo. Ou pas. Nous sommes avec Rika à l'apéro. Bonsoir Rika. Salut. Donc Rika, tu viens de sortir Succombe qui doit chez Casterman, merci, avec Antoine Ozanam au scénario. Est-ce qu'il y a une... et tu nous... je suis en train de bégayer, c'est le stress. c'est le stress. Ouais. Et tu as aussi fait une histoire qu'on a beaucoup appréciée dans la revue dessinée, sur la guillotine. Et j'ai vu sur un de tes sites ou blog ou je ne sais quoi que tu annonçais que tu changeais de style à chaque projet. Il y a une longue phase de recherche pour trouver le style qui va correspondre à ce que tu veux raconter. Pas si longue que ça, de fait, parce que ça se finance, quoi, et que j'ai pas beaucoup de pognon, et que ce soit pour la revue dessinée, ou pour Arg, ou pour les albums cartonnés, machin, je suis pas payé des milliers des cents, je suis payé quasiment tout le temps la même chose. Donc, de fait, non, j'ai pas beaucoup de temps pour rechercher des choses, mais graphiquement. Mais pour la revue dessinée, pour la guillotine en l'occurrence, et pour Arg après, ils m'ont payé en espérant avoir montré d'albums classiques qu'ils ont vus jusque-là, sur les 3 albums que j'ai fait avant. De fait, ils ont eu autre chose et ils ont été contents. Et donc le fait d'être payé, c'est une espèce d'espace de recherche aussi, parce que ça permet de financer le temps que tu le fais en fait. Et en plus, ça plaît à ceux qui l'ont commandité, donc ça peut marcher comme ça. T'as un style naturel contre lequel tu dois lutter ? Non, je crois pas du tout au style en BD, en dessin en général, je crois pas du tout à ça, c'est des conneries je pense. Je parlais avec Armino tout à l'heure qui a 15 ans, qui dessine là, et qui veut faire de la BD, et qui voulait choper son style. C'était un truc que moi j'entendais quand j'avais 15 ans aussi, et je suis assez contre ça, ça n'existe pas à mon avis. Pour moi le style, c'est, si jamais ça existe, c'est les influences qu'on peut avoir culturelles, disons, tu vois, principalement en BD, c'est des auteurs de BD, c'est souvent comme ça. Un mélange de ça, plus les erreurs
graphique qu'on peut faire. Et le mélange des deux, ça fait un style. Après non, j'ai pas d'envie précise, j'essaie juste de respecter le sujet qu'on me donne à traiter quand je bosse avec un scénariste. Et quand je bosse pour moi, je sais ce que je veux faire, donc c'est plus simple. Justement, tu parlais des influences. On a trouvé sur Succombe qui doit qu'il y avait des cadrages très cinéma. En tout cas, c'est l'impression qu'on a eue. C'est volontaire ou c'est vraiment tes influences qui t'ont fait aller vers là et que tu n'as pas forcément fait gaffe? Alors, maintenant, tu vas me faire rêver, je vais te faire suivre un peu et tu vas me dire ce que c'est un cadrage cinéma. S'il te plaît. Des cadrages en général qui vont plus chercher vers le cinémascope, on sent qu'il y a une volonté de positionner la caméra quelque part. Vraiment une impression cinéma, enfin, c'est l'impression que ça m'a donné. C'est une des grosses parties du langage de la bande dessinée. On place l'espèce de fausse caméra quantique là où on veut. De fait, ça coûte que dalle, on n'a pas besoin de syndicat, on n'a besoin de rien. Donc oui, ça... C'est la base du langage BD, champ contre champ, plongée contre plongée. C'est ce que tu apprends quand tu t'intéresses un peu à la BD. Alors après, cinéma, non, pas du tout. Parce que sinon, je ferais du cinéma, quoi. Je fais de la BD pour le coup. L'image de la main cloutée dans Succombe qui doit est très très forte comme image. T'as apporté des idées graphiques dans cette histoire? Alors dans l'histoire oui, pas mal, mais la main cloutée, je sais plus si c'est Antoine ou moi qui l'a, je sais plus qui l'a amené. Pour le coup je sais plus, parce que ça fait un petit moment que j'ai fini ce truc-là. Dans Succombe qui doit, graphiquement, je sais que j'ai amené plein de trucs qui possiblement auraient fait une séquelle au bouquin qu'on a proposé à Caster avant qu'ils arrêtent d'exister. Genre la Villette qui est je crois que c'est la page titre sur le bouquin, l'édition. Il y a l'oreille du mec de la Villette avec c'est celle-là, l'oreille gauche, l'oreille mordue. C'est jamais expliqué dans le bouquin, on ne sait pas pourquoi c'est là. Sauf qu'il y a de quoi raconter, donc c'était ce genre de truc là, on aurait pu faire un autre album. Pour le coup ils sont pas hyper emballés pour l'instant chez Caster. Ça va dépendre à quel point l'album se vend bien, et il se vendra pas super bien, donc il y a peu de chances que ça existe. Et, il y avait un autre truc aussi, comment il s'appelle celui-là, Marc je crois, celui qui a la mèche blonde. Lui on le voit une fois dans l'album, il se bat dans la boue là, et sa mèche se relève. Il a une calandre de Peugeot sur le front, imprimée, on ne sait pas pourquoi, c'est jamais expliqué. Juste elle est là, on la voit une fois, c'est pas dit. Et voilà, j'aime bien créer des backgrounds comme ça pour les personnages, et de fait je les mets graphiquement, et en plus ça leur met une densité, et ça permet aussi potentiellement de pouvoir faire d'autres histoires avec, si les éditeurs suivent, ce qui n'arrive pas. Ça vend pas. Message aux éditeurs. Ils n'ont pas besoin de ça, et ils savent que ça vend pas, du coup ils le feront pas, c'est comme ça que ça marche, quoi. Pourtant, Succombe qui doit, il y a eu pas mal de critiques, j'ai eu l'impression très positives sur cette BD, sur internet. En tout cas, moi j'en ai vu pas mal. Le succès critique fait pas le succès commercial? Non, pas du tout. Apparemment, même si vous êtes des faux journalistes, vous vous employez à promouvoir des trucs qui vous plaisent, voilà, mais ça n'a aucun comment dire ça, aucun impact dans la vie réelle, pour le coup, par rapport aux ventes, par rapport au concret, pas du tout. Ça marche pas comme ça. Ça serait gentil, parce que sur Minus j'avais eu encore plus de pubs que ça, plus d'articles sur le net et tout ça, et ça reste bon an mal an, tout le temps le même nombre de ventes, d'entre 2000 et 2500 exemplaires pour chaque album que j'ai fait. La couverture de Succombe qui doit est très très forte. C'est un premier projet ou t'en as fait plusieurs avant d'en arriver là? C'est une première intention tout de suite? Pour le coup, sur la couve, c'est toujours un peu chiant avec les éditeurs, et de fait, j'en ai proposé 4 d'un coup. Je leur ai pas dit une après l'autre, j'ai fait 4 d'un coup. Et je pensais qu'ils auraient choisi celle qui s'est retrouvée en tout petit en 4e de couve. Je pensais qu'ils auraient choisi ça parce que je m'étais dit que sur les première et 4e de couve, ça aurait été un peu sympa, ce truc-là. Un peu de décor, un peu de truc, voilà.
Je pensais vraiment pas qu'ils auraient pris celle que j'ai proposée parce que d'une, c'est une illustration très simple et de deux, il y avait la typo déjà dans le dessin. Et ça, d'expérience, ils aiment pas ça. Et surtout les graphistes qui bossent avec les éditeurs, ils aiment pas ça. Parce qu'ils aiment bien mettre leur typo et je le conçois tout à fait. Et toi, c'est leur taf. Ils savent mieux le faire que moi et pourquoi pas. On n'a pas forcément les mêmes goûts, mais c'est comme ça que ça marche. Et de fait, ils ont gardé et mon illus et ma typo. Et je suis vachement content de ça. Et vous avez vu la couve, elle marche bien. En plus, ils ont fait un chouette taf sur le vernis sélectif et tout ça. Alors, ça fait une espèce de jaune fluo comme ça. On voit que ça quand t'es en festival. Le bouquin ressort vachement. Ouais. Je suis assez content. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est une couverture qui sort un petit peu de l'ordinaire justement, où il y a une forme de vide tout autour du dessin de la main cloutée. Et clairement, ça sort de l'ordinaire, ça attire l'œil. Sur un plan personnel, quand il y a un album comme ça qui sort, tu es peut-être un petit peu fier aussi, que ce soit ton illus, et deux, que ça sorte un petit peu de ce qui peut se faire traditionnellement avec une planche de décor et un titre en haut, quoi. Il y a pas loin de 5000 nouveautés qui sortent par an en BD. De fait, le but du jeu pour une couve, c'est de se faire remarquer, quoi. Pour le coup, c'était pas du tout un effort, parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi, quoi qu'il arrive, même dans les pages, quoi, tu vois. Et par rapport à l'illus de couve, je pensais pas qu'ils choisiraient celle-là, mais ils ont bien fait. Comment dire ça Pour moi, une couve, une bonne couve pour un bouquin. En général, c'est un bon logo. Enfin, il faut être le plus simple possible, synthétique, quoi. Il me semble qu'en BD, dans les BD classiques, 48 cc, je l'ai dit maintenant, parce que j'ai appris ça tout à l'heure, je ne connaissais pas. Il me semble que c'est souvent des trucs assez avec un décor, avec un perso qui fait ceci, cela, avec un décor et possiblement un décor le plus fouillis, fourni possible. C'est un peu dégueulasse. Il me semble, et c'est à bord perdu comme ça. Alors que quand tu as un logo, pour le coup, une idée forte, tu vois, que tu n'as pas besoin de chercher dans le décor où est l'idée, il me semble que c'est plus fort que ça. Et c'est comme ça qu'ils l'ont compris chez Caster, pour le coup, et c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Et je suis vachement content de ça, pour le coup. Justement, je vais revenir sur la partie cinéma. J'ai trouvé que justement, cette couverture ressemblait vachement à une affiche de film, mais pas forcément l'affiche qu'on va trouver en première affiche au cinéma, mais les secondes affiches qu'on va pouvoir aller récupérer ailleurs. C'est aussi ce qui m'avait fait penser à la notion de cinéma. Tu parlais tout à l'heure du personnage dont j'ai oublié le prénom, qui a cette mèche, Marc. Tu as fait un plan, une case, tu utilises même le terme de plan, où c'est comme une caméra de vidéosurveillance dans la chambre quand il vient d'éclater la gueule de leur prisonnier. Ça donne une espèce d'ambiance. Pour le coup, c'est Pierre, ça. Ah, c'est Pierre. C'est lui, c'est le grand costaud. C'est pas le même mec. Non, justement, celui qui a la mèche, il vient de taper et tu as une vue comme une caméra de surveillance. Ouais, voilà. ouais. C'est des éléments-là, voilà, qui m'ont fait penser à des références cinématographiques où il y a quelque chose de violent qui vient d'être pris en photo avec le visage du personnage qui est en transe. Je pense que c'est un abus de pensée pour le coup parce que on n'a pas. C'est un mauvais réflexe de penser, je pense, de penser au cinéma par rapport à la BD parce que c'est deux médias vraiment très différents. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. La plupart, il y a plein d'auteurs qui pensent comme ça en termes cinématographiques, donc je pense que c'est pour ça que vous parlez de ça, machin, parce que ça doit revenir régulièrement dans vos interviews. Et de fait, non, on n'a pas à rougir de ce qu'on fait en BD, on a nos armes, machin, et je pense jamais au cinéma quand je fais un truc, quoi. Je fais de la BD. Le cadrage est partie intégrante de mon boulot, comme pour un cinéaste. Sauf qu'en cinéaste, il a un chef-op et tout ça, et c'est pas lui qui le fait, en général. Moi, je fais tout. Ça veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. C'est-à-dire que moi, il faut que j'y pense quoi qu'il arrive. Et plus je bosse en BD, depuis que je bosse dans les revues dont on parlait, chez Arg et la revue du ciné, tout ça, j'appréhende, plus tu bosses, plus tu apprends en fait. Et donc de fait, le langage BD, cadrage, rythme,
composition de pages et compagnie, tu vois, et ça rentre. Et alors, voilà, de fait, ça s'apprend comme ça. Et je me sens aucun héritage par rapport au cinéma. Je sais que dans les projets que j'ai fait avec Antoine Ozanam, pour le coup, il parle souvent même par rapport à son taf à lui, en tant que scénariste, de Tarantino. Et pareil, c'est des paix de l'esprit, ça, à mon avis, quoi. C'est des trucs qui sont vraiment... comment dire ça? Dès que tu vois un truc un peu fun, machin, c'est Tarantino, quoi. Discussion sur dans Eux dans l'eau, sur le premier. Première scène, et les mecs qui parlent de Seven, ah ouais, c'est du Tarantino. Ils sont dans un bar, ils parlent Tarantino, quoi. Merci, quoi. Dire, ouais, pourquoi pas Cassavetes, quoi, tu vois. Et pourquoi pas un auteur de BD? Et pourquoi pas un auteur de roman? Pourquoi pas un photographe? C'est, à mon avis, des critiques un peu... Et je parle de critiques en sens analyse critique, qui sont... c'est comme des rots, quoi, c'est le premier jet, comme ça. Il faudrait commencer à réfléchir juste après, et est-ce que la plupart des critiques, avec les guillemets qui s'imposent, ne font pas, en général. Parce que c'est un peu d'effort de réfléchir, et que c'est chiant, ça fait des rides. Justement, au niveau de la BD... Justement, j'ai des rides, ouais, merci. Merci. Justement, en parlant de rides, non, c'est une mauvaise transition. Au niveau de la BD, tu arrives à ne vivre que de la BD, ou tu fais d'autres choses à côté? C'est quoi ton vrai travail, en fait? C'est la question qu'on pose souvent aux auteurs. Ah, c'est la question que mon banquier me pose aussi. Je survis grâce à la BD. Je reviens à ce gamin de 15 ans qui était là tout à l'heure et qui voulait faire ça. Et il vaut mieux les prévenir avant, quoi. Il y en a qui vivent bien. On a vu tout à l'heure pendant les dédicaces, j'imagine que vous avez interviewé des mecs avec des files d'attente géantes comme ça, et ça arrive. Et tant mieux pour eux. Je leur souhaite tout le succès possible, quoi. Parce que ces succès-là financent les pouilles dans mon genre, quoi. Mais c'est quoi, 96% des bouquins maintenant qui sont pas rentables dans les nouveautés BD en France. Donc ça veut dire que 96% des auteurs sont vivotent. Ce qui est mon cas. On parle beaucoup de BD numérique. C'est des sujets qui t'intéressent, ou pour toi la BD c'est du papier et pas autre chose? On en parlait encore tout à l'heure, juste avant que vous veniez me cueillir à l'apéro là. Et de fait, je suis pas très branché. Je connais pas. J'ai un portable depuis avant-hier. J'ai un téléphone portable, pas un ordinateur. Je ne suis pas là encore. Je comprends pas grand-chose. Je comprends assez les contrats qu'on me fait signer par rapport au numérique. Je sais que c'est une grosse entube, ça je l'ai bien vu, c'est marqué dessus. Mais par rapport concrètement aux applications iPad et tout ça, je connais que les mots et j'en ai vu des fois dans la rue, mais je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça marche. Et non, si je veux lire un truc, je le lis en papier parce que je sais pas, c'est plus simple pour moi, et puis que peut-être je suis un vieux con alors que je suis pas si vieux, mais j'aime le papier, ouais, je crois. Ta dernière découverte en bande dessinée, un truc récent, déjà est-ce que tu lis de la BD, un truc récent ou vieux, quelque chose qui t'a fait faire waouh récemment? Alors non, je lis pas trop de BD parce que ça coûte trop cher et que je suis pas assez payé pour en acheter. Mais je cite souvent Gilles Rochier parce que c'est un mec que j'aime bien, et il est cool, et il a fait des trucs qui m'ont vachement ému. Entre Ta mère la pute et Temps mort, mais je préfère vachement Temps mort, qui pour moi, comment dire ça, c'est une œuvre d'art pour moi. C'est sincère, c'est humain, c'est touchant. Je vise ça, à arriver à être aussi simplement évident et malin et touchant que ça, et sensible, quoi. Pour le coup, ouais, en plus j'aime bien le mec et il est cool. Après, dernièrement on m'a filé pas mal de trucs là en BD. Alors qu'est-ce que j'ai bien aimé? Anthony Pastor. Typiquement, Anthony Pastor, écoute bien ça c'est le mec le plus doué que j'ai vu de tous les temps. Il est trop fort. Vous connaissez? Non. Cette dernière, il a fait beaucoup de trucs chez Actes Sud BD. Je pense que il est que chez eux, Actes Sud l'an 2. Comment dire ça? C'est un graphiste très doué.
Il change tout le temps de style. J'allais dire gavé parce que j'habite à Bordeaux maintenant. Il change souvent de style. Et c'est un écrivain hors pair. C'est le champion du... Pour le coup, le roman graphique prend son sens avec lui, quoi. Vraiment, quoi. Il est vraiment au-dessus du lot. Et bon, après, sinon, on parle de Chris Ware ou des trucs comme ça, quand même. Anthony Pastor, c'est un chef, quoi, à fond. Succombe qui doit de Rika et Ozanam chez on ne sait pas trop qui parce que la BD a bougé. Cacher les enfants, parce que là, Ah, donc je me dirai pas chez qui en fait c'est. on arrive sur du fort. Je sais pas, c'est pas moi qui ai récupéré. C'est Chez Caster. Caster. Chez Caster. C'est Caster. Ouais. Castermont. C'est Caster. Oui, c'est écrit dessus et tout. T'as vu, en c'est gros. Caster. Succombe qui doit, une bande dessinée avec une couverture vraiment bluffante, qui te déchire sa race. déchire, qui est surprenante, avec un point sur fond jaune qui en jette, avec des clous plantés dans les phalanges. C'est Et le point est bandé comme celui d'un boxeur. Avec Succombe qui doit dans une sorte d'écriture un petit peu gothique écrite sur la bande. C'est. Waouh! Non, franchement, non. Non, ça claque. Ça claque. Franchement, ça claque. On en a discuté avec Rika. La couve, elle déchire sa race. Et c'est Rika qui l'a faite. Oui. Avec le lettrage que Rika voulait. Du début à la fin. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette bande dessinée? Eh bien, nous avons une bande de jeunes qui ont fait un braquage pour un gros bonnet d'une mafia locale, qui se planquent dans une vieille casse et qui se rendent compte que dans cette vieille casse, il y a un vieux qui tient la casse. C'est un ancien boxeur de renom. Je crois que je peux difficilement pitcher plus. Non, ça suffit parce qu'après, on va trop dévoiler. Et bien entendu, il va y avoir des révélations sur le boxeur, des révélations sur les jeunes qui font le braquage. Des révélations sur le mec qui a commandité le braquage. Et qu'il va aussi y avoir, comme le sous-entend très fortement la couverture, de la petit peu de grosse violence quand même. C'est dur. C'est Clairement, très dur. On est dans du thriller noir, très très noir. Quelque chose que je pense affectionne Ozanam parce que c'est la deuxième BD de lui qu'on lit qui est dans ce registre-là. C'est ça. On a chroniqué We Are the Night dans l'émission précédente. Et on est sur la même dynamique violente au niveau de la scénarisation. C'est clairement dur. Voilà, on n'y va pas sur une petite historiette. C'est dur. Et Rika, pour le coup, a très bien retranscrit cette violence dans l'expression des visages des personnages. Alors, Rika qui en plus a utilisé un style... Enfin là, on a parlé tout à l'heure de la revue dessinée 3 où il parle des guillotines dans un style graphique qui n'a totalement rien à voir. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus classique, un style noir, sombre, avec moi un ancrage que j'aime beaucoup. Un travail des rides, du relief des visages, des détails... et puis un sens de la couleur aussi, que je sais pas si c'est lui qui a fait les couleurs d'ailleurs, je crois, mais Il me semble. il me semble que c'est lui. Enfin, oui, Oui. voilà. Oui. Un travail sur la couleur aussi qui est très fort, qui est très expressif, c'est-à-dire que il va pas hésiter à jouer sur des teintes de couleurs qui vont créer une ambiance, même si elles sont pas forcément réalistes, mais qui vont vraiment nous mettre dans le bain. Et puis il se sert du noir comme d'une couleur. Enfin, Oui, pas, oui. pas que simplement pour des ombres. Ou voilà. Enfin, il y a un vrai gros travail. Voilà. Moi, le scénario m'a pris tout du long. J'ai pas aimé la fin dans le sens où c'est pas une happy end, mais j'ai bien aimé dans le sens où c'est très très bien mené, très bien foutu. On sent un peu venir. Alors, c'est marrant parce que j'ai pensé à la révélation finale, on va dire. Il y a une révélation finale. J'y ai pensé en cours de route, mais il a réussi à me reperdre et je l'ai mise de côté. Exactement pareil pour moi. Donc à un moment je fais ouais ça doit être ça, puis j'ai complètement C'est oublié ça. le truc. Ça a Et, senti la fausse piste. La fausse piste. voilà. Et quand c'est revenu, j'ai fait ah ouais, il avait posé ses billes en fait, et il l'a plutôt bien fait et voilà. Donc scénaristiquement ça en jette. Au niveau du dessin, ça en jette. Je crois qu'on va faire une chronique en splash très courte en fait pour le coup parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire à part que c'est bien. À part que c'est absolument génial. Voilà. Moi je recommande grandement. C'est une grosse BD sympa. Voilà. Avec surtout moi j'ai bien aimé les. Alors là du coup Rika s'il m'écoute il va essayer a priori de m'étrangler et de me propulser par la fenêtre et de m'arracher les orteils. Mais
il y a beaucoup de jeux sur les angles de vue, beaucoup Les cadrages. des cadrages qui ne font pas donc penser au cinéma, qui ne font pas penser à Tarantino, qui sont vraiment que de la bande dessinée et qui sont vraiment géniaux. Voilà. Et j'aimerais bien voir plus de choses de Rika. Donc Il y en a. propose-lui des choses. Il y en a, Minus de Rika qui paraît-il est très très bien, enfin c'est pas lui qui scénarise il me semble, mais qui paraît-il est très très bien, dont j'avais déjà beaucoup entendu de bien des bandes dessinées de Rika sans avoir jusqu'ici sauté le pas, et je ne le regrette pas, et je remercie encore le Festival des Calanques et des Bulles de m'avoir fait découvrir cet auteur, Absolument. que je connaissais que vaguement de nom. Et on peut tout de suite passer à la carte blanche. Carte blanche à Nemo. Bonsoir Nemo. Salut! Alors, tu es revenu pour nous parler d'un mangaka et j'espère que tu y mettras autant d'enthousiasme que la dernière fois que nous avons eu le plaisir de t'entendre. Mais de qui vas-tu donc nous parler cette fois-ci? Alors, cette fois-ci, je vais vous parler de Ken Akamatsu. J'ai risqué d'y mettre autant d'enthousiasme puisque avec Inyo Asano, ça fait partie un petit peu du groupe de mes mangaka préférés. Mais il est un petit peu à l'opposé. C'est aussi pour ça que pour cette deuxième carte blanche, j'ai choisi de parler de lui. Je vais pas dire qu'Inyo Asano est un pur intellectuel, mais si on devait caricaturer, il y aurait d'un côté Asano l'intello et Akamatsu le populaire. D'accord, populaire, certes. Alors j'ai vu, en faisant un peu de recherche, j'ai quand même essayé de pas avoir l'air trop bête face à tout ce que tu allais raconter, qu'il était l'auteur de Lovina, qui est quelque chose dont j'ai entendu parler sans l'avoir jamais lu, et le fait que j'en ai entendu parler alors que j'ai pas vraiment suivi l'actualité du manga ces dernières années, c'est que ça doit être très populaire. Alors oui, Lovina est c'est un manga ultra connu à la fois dans le monde dans le milieu des passionnés, mais également au niveau du grand public. C'est un manga un petit peu particulier parce que avant son arrivée en France via Pika Édition, le manga c'était principalement, c'était du shonen. Il y avait certes Dragon Ball, il y avait certes Akira, mais Lovina marque un certain point de rupture, plutôt un point où à partir duquel ma génération a commencé un petit peu à s'intéresser à ça. Je le cache pas, Lovina pour moi, je suis pas objectif du tout sur ce manga puisque c'est un de mes premiers mangas, un de mes premiers accroches au niveau manga, mais je trouve au-delà de ça qu'il a vraiment marqué il a marqué son époque, ne serait-ce que pour des questions de genre ou même de contenu de manière générale. Ok, on y reviendra un peu plus tard. Moi déjà du personnage, qui est donc ce Ken Akamatsu? Alors Ken Akamatsu, aujourd'hui il a 45 ans, il est né en 68 si je ne me trompe pas, et donc il est japonais bien sûr, et il a la particularité d'être un mangaka qui s'est fait connaître très rapidement. Alors je passe sur son premier one shot Kids Game for One Summer qui est un petit peu son entrée dans le monde du manga professionnel, mais c'est un mangaka de peu d'œuvres comme comme sont souvent les mangaka connus puisque forcément les œuvres durent, mais lui pour dire à quel point il compte vraiment. Il a fait on va dire 3 œuvres principales jusqu'à présent. Donc il y a I Don't Stop pour la plus ancienne, ensuite donc c'est Lovina, puis Nejima qui a duré presque 10 ans. Là aujourd'hui il a recommencé avec UK Holder, mais on n'en a pas encore entendu parler en Europe. Donc pour situer un petit peu le mangaka de manière générale, c'est quelqu'un qui aime bien raconter des histoires légères, fun, avec des personnages qui sont très caractérisés. En général, les personnages de Ken Akamatsu ont un trait de caractère qu'il exploite et qu'il amplifie à mort pour justement créer un personnage. Et c'est aussi un mangaka qui est très proche de son public, pas forcément en termes de personnes, mais en termes d'histoire. C'est-à-dire, on va peut-être reprendre un petit peu ces trois gros mangas. I Don't Stop, c'est l'histoire d'un jeune qui est passionné d'informatique. Ça se passe en 94, donc c'est un petit peu rigolo à relire aujourd'hui, sachant que quand on voit le héros qui s'excite sur un disque dur de 200 mégas, ça fait un petit peu rigoler à côté du SSD à 2 gigas que t'as à côté. Mais c'est un jeune passionné d'informatique qui a pas vraiment d'amis, qui va créer une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle va prendre vie grâce à un truchement scénaristique, un orage qui tombe sur le PC, et l'intelligence artificielle devient une jolie jeune fille avec laquelle le héros va devoir vivre. Donc déjà, ça c'est une histoire où on sent que Ken Akamatsu c'est quelqu'un qui est proche, encore une fois de son public, parce qu'il raconte les histoires qui sont un petit peu les fantasmes classiques du geek ordinaire et de l'otaku ordinaire de l'époque, et il la raconte en plus avec un certain talent à la fois sur le dessin. Moi j'adore ce style Akamatsu qui le représente bien. C'est un style très très simple et très efficace. C'est un pragmatique à ce niveau-là. C'est un pragmatique à la fois sur le dessin et aussi, son autre côté, c'est un pragmatique sur les histoires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il a envie d'intégrer un élément, il va l'intégrer, même si ça colle pas forcément au réalisme ambiant. Il préfère une bonne histoire au goût de la réalité. Et en ce sens, il a bien fait de devenir mangaka pour le coup.
Et en plus, bah voilà, ce style, il va commencer à le mettre en œuvre avec Eye Non-Stop qui durera 9 tomes, ce qui est assez énorme quand on voit le potentiel de départ, parce que c'est juste un gars avec une intelligence artificielle, il fait quelques blagues sur informatique, en essayant de rester grand public, il essaie de mettre un petit peu des métaphores sur le monde virtuel, mais on dirait que ça va pas aller très loin, et puis finalement, Akamatsu s'accroche à ses personnages parce que ça marche, et il en fait une œuvre assez sympathique, qui est à relire aujourd'hui, voilà, avec un certain second degré au vu à la fois des explications techniques, du gap technique qui existe aujourd'hui, mais aussi parce que bah voilà, c'est typiquement un manga des années 90 avec un humour de cette époque-là, mais ça reste très intéressant à relire aujourd'hui. Jamais intéressant dans le sens ça c'est un truc absolument indispensable à regarder, mais vraiment quand on lit du Ken Akamatsu et on part un peu. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On oublie un peu les soucis du quotidien. C'est un peu totalement emporté par l'histoire. Hein. Ah, ouais, voilà, parce que ces personnages sont... En fait, les personnages de Ken Akamatsu sont la véritable force. C'est-à-dire que on distingue on utilise généralement cette courbe un peu pour les animés, mais je trouve que ça marche aussi pas mal par les mangas. C'est-à-dire qu'il y a eu deux âges. Il y a eu l'âge du scénario et l'âge des personnages. Pour faire simple, il y avait un âge où ce qui était important, c'était la légende, c'était les histoires mises en place, où les héros étaient en général pas forcément des caricatures, mais c'était des figures plutôt que des gens. Et aujourd'hui, eh bien, on est dans une ère où c'est le personnage qui est important. Ça donne parfois un côté sitcom au truc, mais Ken Akamatsu, lui, à la fois a la capacité à créer cette ambiance proche de son public, proche de la jeunesse, du milieu otaku, faut pas se le cacher, et qui réussit quand même à plaire à tout le monde. Parce que Lovina, je vais quand même y passer maintenant. Lovina, ça raconte quand même l'histoire d'un loser. Voilà, en général, ça commence comme ça. D'un loser qui se retrouve dans une pension qui n'héberge que des jeunes filles. Et ça me rappelle un truc de mon époque. Ah bon. Ça s'appelle Maison Ikoku. Oui, voilà. Alors, voilà, juste, ça c'est assez. Je finis puis après je vais revenir sur Maison Ikoku. Donc Lovina raconte l'histoire d'un Ketaro Hashima qui se retrouve donc entouré de 5 filles puis qui devient gardien d'une pension pour filles. Et c'est ce qu'on appelle du manga harem, c'est-à-dire avec un héros entouré de personnages du sexe opposé. Et voilà. Tout un caractère super différent. Voilà, qui ont tout un caractère super différent. À la fois, Lovina répond à cette caricature scénaristique, parce que voilà, c'est vraiment une caricature scénaristique, mais le fait extrêmement bien, parce que Narusegawa, qui est l'héroïne de Lovina, elle avait un côté presque vivant, quoi, du truc. C'est-à-dire que certes, c'était la tsundere de base, c'est-à-dire le personnage froid, difficile d'accès au premier abord, mais qui à l'intérieur, en fait, cache une nature beaucoup plus gentille. C'est un classique de chez classique, c'est très limite académique. Mais dans Lovina, c'est tellement bien fait. Le personnage, en fait, vit des histoires qui, encore une fois, sont pas réalistes, parce que la réalité, c'est embêtant, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de lieu, il y a pas de magie dans la réalité. En même temps, ça reste un peu ancré dans la réalité, parce que ces galères sont des galères d'étudiants, sont des galères romantiques, mais Ken Akamatsu, au bout d'un moment, il dit, voilà, je m'en fous un peu, je vais faire une histoire qui me fait plaisir, et donc il va faire plaisir. Et effectivement, ça rappelle un peu le scénario de Maison Ikoku, mais Maison Ikoku qui est connu en France sous le nom Juliette Je t'aime. C'était le nom français, on va dire. Et des personnages avec des noms très français aussi. Dans oui, voilà. Pu connaître. Et qui buvait et qui se peintait avec du jus de pomme. C'était très rigolo. Qui devenait alcoolique avec du jus de pomme. C'était. Oui. Et donc voilà, là où Maison Ikoku, par contre, parlait plus d'un jeune homme qui devait apprendre la maturité. C'est un manga de Rumiko Takahashi. Donc voilà, c'est pour le coup, elle a fait une histoire où en gros le but du jeu c'est de faire comprendre au jeune homme que c'est bien beau d'avoir des amours, mais il faut être capable d'avoir un travail, de s'assumer. Et voilà, après tu pourras accéder à être quelqu'un de sérieux. Le final, c'est absolument pas ça. C'est un manga que tu lis à la fois pour te choisir une favorite. Enfin, il faut le dire, hein, quand t'as un manga harem, que t'es un mec, le principe c'est ça, c'est que t'en choisis une ou deux, et puis c'est celle que tu préfères, et l'auteur essaie d'équilibrer les histoires pour que chacune ait droit à son chapitre de temps en temps. En heure de gloire à chaque personnage, pour satisfaire tout le monde. Voilà, et en même temps, il satisfait un peu tout le monde, mais en même temps, comme c'est un otaku de base, comme c'est quelqu'un qui aime lire les mêmes histoires que toi, eh ben, au bout d'un moment, il choisit des favorites. Il a des favorites. C'est ça qui est dingue. C'est à la fin de Lovina, il y a, on pourrait dire, c'est un peu comme pour les élections, il y a pas eu le même temps de parole pour tout le monde, mais c'est un auteur qui, quand il termine une œuvre, il laisse un mot pour chacun de ses personnages. C'est-à-dire, il dit à Machine, voilà, t'as été génial à ce moment-là, alors que c'est lui qui dessine l'histoire, mais voilà, il vit un petit peu avec ça, et Lovina est un équilibre assez dingue quand on y pense, parce que c'est un équilibre entre la comédie, la romance et quand même un minimum de fil rouge pour que l'histoire tienne la route. C'est à la fois fun, c'est jamais assez sérieux pour qu'on le prenne au sérieux, mais en même temps c'est pas du fun que pour du fun. Enfin,
c'est un équilibre qui fait que même un public féminin peut arriver à lire Lovina, alors que quand même une des spécialités, c'est qu'il y a un quota culotte dans chaque chapitre. Enfin voilà, faut le dire aussi. La différence entre Lovina et Maison Ikoku, c'est que Ken Akamatsu, il dessine des culottes, il adore ça, il a même fait partie jusqu'en 2003 d'un cercle de doujin qui faisait des doujin hentai. Il a même parfois parodié ses propres licences. Ça devait être bien dessiné pour le coup. Souvent les parodies, c'est mal dessiné. Ça dépend lesquels. Je vais pas dire que j'ai une grande expertise dans le doujin hentai, mais là oui, pour le coup, c'était bien dessiné parce que c'était ses propres personnages. Mais quand je dis que cet auteur est proche de son public, en tout cas moi je le ressens comme ça, c'est qu'il a épousé une idole. Enfin, dans sa vie personnelle, il a épousé une idole. Donc les idoles, ce sont les jeunes stars japonaises qui font rêver les otaku, quoi. Voilà, enfin pas que otaku, mais ce sont les jeunes femmes très jolies qui sont là, ils sont mis en avant parfois dans des trucs musicaux un peu contestables, mais voilà, en général, elles chantent pas forcément les idoles. Voilà, c'est ça, mais on va dire que ça reste quand même j'allais dire une activité ou en tout cas une passion assez peu enfin c'est pas la littérature quoi mais voilà, ce mec a épousé une idole qui s'appelle Kanon Nakamatsu et qui a servi de modèle au personnage principal de son manga suivant qui était Nejima. Donc, faut voir. Jolie transition sur Nejima. Oui, là, c'est une jolie transition sur Nejima, qui est donc son œuvre suivante. Je vais quand même terminer avec Lovina pour donner deux anecdotes un peu plus personnelles. Pour revenir sur le fait que Lovina, personnellement, ça a un peu construit ma culture manga, parce que quand j'allais acheter Lovina, j'étais au lycée. C'est pour ça n'intéresse personne, mais quand j'allais l'acheter, j'allais dans une maison de la presse, qui était le seul endroit où on pouvait acheter des mangas à fougères à l'époque, et parce qu'on n'en trouvait pas encore dans les supermarchés vraiment. Et il faut savoir que quand tu allais dans cette maison de la presse, si tu voulais acheter un comics, t'allais dans la rayon, tu le prenais, tu le payais. Si tu voulais acheter des clopes, tu regardais derrière le comptoir, tu disais je veux tel truc, tu payais tes clopes et tu barrais. Pour acheter des mangas, il fallait demander une clé d'un truc où c'était sous clé, où il y en avait qu'une dizaine, et il fallait faire ton choix et payer faire ton choix devant tout le monde, déranger le caissier. C'est pour dire à quel point le manga était considéré à l'époque. Et là où l'anecdote est assez rigolote, c'est qu'en général, quand les Lovina sortaient, je pense que le mec devait en avoir 2 et on devait être 3 à les chercher. Donc il y a certains tomes que j'ai mis très longtemps à voir à cause de ça. Puis finalement, au fur et à mesure, c'est rentré dans les mœurs. J'ai pu faire un club local de Lovina. Et Lovina s'est terminé alors que j'étais en 2e année de DUT, et je peux t'assurer que le jour où j'ai acheté le volume 14, tome 14, j'ai pas fait une dépression, mais je me suis senti très très seul une fois que j'ai fini de lire. Parce que ces personnages-là, c'est comme de la sitcom. Il y a un autre manga qui est bien pour ça, qui est pas de Ken Akamatsu, mais qui s'appelle Genshinken, où on suit la vie d'un groupe d'otaku qui monte un club, etc. C'est le pouvoir de la sitcom, le pouvoir des personnages. C'est-à-dire, ces personnages sont tellement sympathiques, il équilibre tellement bien le truc, il déborde tellement d'amour parfois pour ces personnages, que ça se ressent au travers le récit, et que voilà, c'est pour moi, le pouvoir de la sitcom, c'est de te donner envie de savoir ce qui va se passer, même si c'est pas intéressant. Et quand en plus il arrive à t'intéresser au personnage, c'est une victoire. Ouais. Ah oui, non mais voilà, moi je sais que les personnages on connaît, j'en ai lu des tas de mangas, mais les personnages de Lovina, je m'en souviens quoi. Enfin, je me souviens de Narusegawa, Shinobu Maera, Kusaola, Sarah McDougall, professeur Seta. Enfin, je suis capable de citer des noms alors que c'est un truc que j'ai lu il y a plus de 10 ans et que j'ai pas forcément relu, mais voilà, c'est dire à quel point c'est marquant. Mais je vais faire le passage vers Nejima qui est sa dernière grande œuvre. Donc en français, c'est le maître magicien Nejima. Là, je dois avouer que j'ai moins accroché parce que le pitch de départ était un peu moins attirant. C'est-à-dire qu'il est parti en pleine période de Harry Potter et il a mis en scène un gamin de 10 ans qui fait de la magie et qui arrive dans une classe de collégienne de 14 ans et où il faut pas en gros qu'il découvre qu'il est magicien. Sauf que là où Lovina mettait en place un héros avec quelques héroïnes, et du coup c'était facile de toutes les décrire, là le gars il s'est dit je mets en place une classe complète, mais vraiment une classe complète, je sais plus combien il y a d'élèves dans cette classe, toutes des filles en plus, avec un seul prof qui a 10 ans, ça fait très bizarre quoi, parce que non seulement avec 10 ans tu peux pas mettre en place d'histoire romantique, ou en tout cas ça a pas vraiment de sens, c'est assez gênant. Et bon, je sais que j'ai pas vraiment. Pour moi, il y a 2 périodes. Il y a la période jusqu'au volume 19-20 à peu près, et la période après le volume 20. Jusqu'à 19-20, j'accroche pas trop. Je trouve que voilà, il reste dans sa comédie romantique, c'est un peu facile, surtout qu'il a tendance à un peu à recycler ses personnages. Mais alors à partir du tome 20, je sais pas ce qui se passe. Il y a un événement scénaristique qui fait que Ken Nakamatsu reprend en main son manga et je sais pas, peut-être qu'il a envoyé chier son éditeur ou je sais pas ce qui s'est passé.
j'ai l'impression désormais il fait ce qu'il veut. Un peu comme s'il te disait, j'en ai marre de faire des comédies romantiques, je vais faire un manga de baston, je vais faire un manga de neketsu, c'est-à-dire un manga où en gros, ce qui compte c'est l'action brûlante. Alors du coup, il met en scène des personnages complètement improbables, il met en scène des trucs, il termine des séquences qui seraient purement shonen sans en respecter vraiment les codes. J'ai presque eu l'impression à des moments donnés, alors que c'est une œuvre extrêmement commerciale, Nejima, donc forcément extrêmement maîtrisée, mais de voir un truc en roue libre. Je sais pas si tu vois un petit peu je vois l'écart qu'il peut y avoir entre les deux. Alors que c'est un truc très commercial, je veux dire, il est pas là pour faire de la critique sociale ou quoi que ce soit, ça reste une œuvre très fun, et malgré tout, le truc a l'impression d'être en roue libre, et tu retrouves un peu ce qu'est Nakamatsu, qui adore ces personnages, qui surkiffent. C'est à un tel point que le déséquilibre est encore plus prononcé que dans Lovina. Il y a, je sais plus, on va dire une quarantaine d'héroïnes, il y en a vraiment quelques-unes qui sont ultra mises en scène, il y en a une qui a un caractère au départ qui est timide, à la fin c'est quasiment s'il la transforme pas en Lara Croft, en faisant faire évoluer le personnage. En plus, comme là il s'est décidé, allez, je vais mettre de la magie, je vais mettre de la baston, ouais, ça donne une œuvre qui est assez unique, qui est commerciale et unique. Donc c'est vraiment en plus son récit est très long, il fait 38 volumes, mais pour moi c'est en ça qu'il est très intéressant, c'est que c'est une œuvre populaire, mais qui est une œuvre populaire pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est là pour faire plaisir à tout le monde, c'est là pour te détendre après une dure journée de boulot ou après une dure journée tout court. Mais pour moi à la fois ce mec sait dessiner, il est pragmatique, il est efficace, il nous ressemble et il s'est pas trahi. C'est c'est à peu près ce que je voulais dire grosso modo sur Ken Akamatsu. Je peux peut-être parler un petit peu des à côté un peu moins connus, je sais pas si il nous reste du temps. Vas-y, je t'en prie. Voilà, donc il a également fait, parce qu'il a pas fait que des chefs-d'œuvre, hein, Ken Akamatsu. Donc j'ai dit le début de Nejima est pour moi moins intéressant. La fin a aussi un problème, c'est que Ken Akamatsu n'assume pas les grandes, que ce soit pour Lovina d'ailleurs ou Nejima, il assume pas la brutalité du récit, c'est-à-dire que Nejima, ça aurait pu finir en drame. Il savait tous les atouts pour finir en drame, sauf qu'au dernier moment, il ose pas. Et du coup, ça se termine un peu, ça se termine différemment et tu sens le récit forcé. Il y a même des trucs où à des moments donnés, il s'embarque, il essaie de monter une géopolitique, mais très vite, il se rend compte que ça, il va absolument pas réussir à le maîtriser et du coup, il repasse sur ce que tu veux. Mais ça fait un peu partie du personnage, c'est-à-dire que des fois, il a envie de faire un truc, il va forcer, il s'en fout, et il a envie de faire un truc, donc il force. Et ça donne des trucs pas forcément terribles en dehors de Nejima et Lovina. Il a fait un petit manga qui s'appelle My Santa qui a été publié, qui est absolument nul. Enfin moi je l'ai lu, c'était Pika encore qui l'a publié, mais c'était absolument nul. Et il a fait une série animée. Alors ça c'est assez peu connu. Entre Lovina et Nejima, il a réalisé un animé qui s'appelle Grand Defense Force Mao-chan en anglais, et ça parodie. Enfin, en gros, c'est des gamines de 8 ans qui défendent la paix au Japon en allant taper des extraterrestres mignons. Ça n'a aucun putain de sens. C'est vraiment typiquement japonais. Oui. Et par contre, on voit son design qui est là. Donc c'est assez intéressant à regarder. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais voilà, c'est un petit peu le délire du gars. Et voilà, je trouve que c'est un auteur qui a le mérite, qui mérite d'être connu parce que déjà il est connu, mais il est pas populaire selon moi pour rien. Et je trouve qu'il a fait ça de manière assez classe. Et voilà, et vraiment définitivement de façon proche de son public. Juste un dernier truc, ça concerne pas vraiment pour nous les Français, mais en 2010, il a lancé un service de téléchargement gratuit de mangas qui sont plus publiés, parce que quand les mangas sont plus publiés, sont pas trouvables. Forcément, il a nommé ça J-Comi, il a mis directement sur le site les 14 tomes de Lovina, et voilà, tu peux regarder du manga non publié contre de la pub. Voilà. Et plutôt, oui, pas mal, et plutôt qui va dans le sens du geek tel que tu l'as décrit. Il faut lire après dans les mangas, parce que ça a été publié en France, les interviews qui sont faits sur Ken Akamatsu, tu apprends. Il y a des moments donnés, c'est un grand gamin, quoi. Enfin, c'est vraiment si vous ne connaissez pas, ou si vous n'êtes pas dans le manga, je vous conseille, c'est une excellente façon de commencer. Il faut parfois passer au-dessus du quota culotte ou du quota un peu pervers du truc. Parce que ça reste des œuvres extrêmement fun et qui, je pense, seront capables d'être lues pendant encore un bon moment, mais qui, du fait de ce côté populaire, marqueront peut-être pas autant leur époque. Enfin, ça après, c'est comme au cinéma. Est-ce qu'il faut faire des films d'auteur ou des films populaires, tu vois, ça c'est un débat beaucoup plus large. Eh bien, merci de m'avoir fait découvrir cet auteur que j'aurais dû connaître.
Apparemment un grand classique. C'est vrai que Lovina donne envie d'y jeter un coup d'œil, même si je ne sais pas si je vais craquer dessus. Juste un dernier truc pour Lovina, vraiment lisez le manga, parce qu'il y a eu des adaptations animées des œuvres d'Akamatsu, vu il est très populaire et qu'il en vend des caisses. Pour Lovina, je vous déconseille l'adaptation animée. Pour Nejima, c'est très compliqué, parce qu'il y a eu une première adaptation animée, mais Akamatsu, n'en étant pas fan, il en a fait faire une autre, qui est plus sympa, mais qui est totalement différent. De manière générale, lisez les mangas de Akamatsu, vous fiez pas aux adaptations animées. Ok. Donc, en ce qui te concerne, les gens peuvent te retrouver sur le site nemotaku.fr. C'est fait. Où tu fais plein de critiques de plein de choses qui ne sont pas que du manga, pour le coup. Voilà. Et à part ça, si les gens veulent te passer un petit coucou rapide sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux, le Twitter c'est Nemotaku, j'ai un Tumblr où c'est Nemotaku2, parce que le 1 a été piqué. Et sinon j'écris des critiques sur GameStyleStory.com et sur les podcasts de Bad Geek, Eric a dit, et ça va trancher. Ok, merci beaucoup, et puis on espère te revoir très bientôt pour que tu nous parles encore. Peut-être qu'on va réussir à anéantir ton élan d'enthousiasme en épuisant les ressources d'auteur que tu as. Ah oui, ça. Voilà. Merci, ciao. Ciao. Et bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez participer au One A Club, car le One A Club est une sorte de club échangiste où on n'échange rien et où vous êtes tous les bienvenus pour nous faire parler de vos fantastiques bandes dessinées qui vous aiment, des auteurs que vous adorez, des gens que vous détestez, de vos coups de gueule violents, des gens que vous voulez atomiser dans le monde de la BD, de tous ces salauds qui arrêtent pas de comparer la bande dessinée au cinéma alors que ça n'a rien à voir. Eh bien, si vous voulez venir avec une batte, si vous voulez venir avec des fleurs, vous êtes vraiment les bienvenus. Pour cela, si vous voulez venir avec du vin, c'est encore mieux. Il suffit de nous contacter sur Facebook, Twitter ou par mail sur one.a.pied@gmail.com. C'est bordélique, c'est compliqué, mais le formulaire de mon site ne marche pas au moment où nous enregistrons et donc c'est le bordel. Excusez-moi, je suis passé dans une time warp. On n'a pas raté des trucs là ? Non, on n'a rien raté car nous arrivons maintenant de suite sur le online. Projet Crocodile. Crocodile Dundee. Là, il y a Thio qui a l'air circonspect parce que je crois que peut-être qu'on a inversé totalement l'ordre du conducteur. Je sais pas, en fait, on fait des remerciements, laissez-nous des messages, les gars, avant que l'émission finisse. Oui, non, mais c'est... Et les gars, on était super contents que vous ayez écouté, surtout restez pour le dessert quand même. J'invitais les gens à participer à la splash page. En fait. Ah. C'est ça, comme je le fais tout le temps en fait. Non, jamais. Quelques émissions. Si. Depuis quelques émissions, je le fais à tous les coups. coups. Alors là, même moi, je vais jouer la carte de la Suisse, mais voilà, je reste dubitatif. Auditeurs, vous pouvez venir laisser des commentaires pour dire que oui, je fais les annonces depuis un moment, même si là, je les ai mis dans le désordre et qu'elles étaient pas à cet endroit-là, et c'est pas grave. Arrête de t'appuyer sur le auditeur, c'est moche. Projet Crocodile. Sans compter qu'en plus, tu attends que Isaac t'aide en faisant un courrier de lecteur qu'il ne fait pas. Alors oui, franchement, c'est vrai. Projet Crocodile, Thio, tu as le nom de l'auteur qui doit être pas loin car je l'ai oublié. C'est un peu difficile pour moi. Non, je ne l'ai pas noté. Tu vas le voir sur la page vu que tu es en train de le regarder. Projet Crocodile est un projet d'un auteur super bien. Thomas Mathieu, voilà, qui est un super bon auteur. Des histoires de crocodiles envoyées par des vraies filles et mises en bande dessinée par Thomas Mathieu. Donc en gros, Thomas Mathieu récupère des histoires racontées par des filles qui racontent les problèmes de sexisme, de harcèlement, de choses difficiles auxquelles peuvent être confrontées au quotidien dans la rue, vis-à-vis de cette société qui est dirigée par des mâles qui ont tendance à vouloir abuser de cette position et à considérer la femme comme un objet qui est une sous-merde qui ne sert à rien pour essayer de l'agresser sexuellement et lui faire du mal. Est-ce que j'ai bien résumé la société ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, les hommes dans cette bande dessinée sont représentés par des crocodiles. Ce sont les seuls qui sont en couleur. Ils sont verts. Mais tous les hommes, même les gentils, car en gros, ils considèrent que tous les hommes sont un peu à mettre dans le même tonneau. Il y en a des biens. Oui, il y en a des biens. Mais ce n'est pas le propos de cette bande dessinée. On ne lit que des histoires vraies et c'est là qu'on hallucine lorsqu'on se considère comme un homme gentil, ouvert enfin normal, on se rend compte que peut-être qu'on n'est pas si normal que ça, parce qu'il y a vraiment des grosses ordures de partout. Cette bande dessinée montre aussi des gens bien. Voilà, les crocodiles sont pas tous des ordures, mais il y en a quand même une grosse majorité, et même s'ils sont pas tant que ça, ce qu'ils font subir aux femmes est une honte, une horreur, et t'as envie d'aller leur tabasser la bouche avec toutes les astuces que tu as pu découvrir dans Succombe qui doit. Pour résumer. Je sais pas, il y a des choses qui m'ont pas choqué, moi. Thio a envie de se faire tataner la bouche à coups Ou alors ça donne des idées.
Ok, donc vous êtes en train d'essayer de la jouer. Attention, attendez. Attends. Et rappelle-toi quand même qu'on est prof, on est un site, donc dans un milieu où il n'y a que des femmes. C'est vrai. Donc, grosso modo, nous, on a du droit à toutes les discussions sexistes de leur part. C'est vrai. Il y a du sexisme dans les deux sens, mais je pense que globalement, c'est les femmes qui en souffrent le plus. Mais clairement, je pense pas qu'on en souffre autant qu'elles, malheureusement. C'est clair. Surtout que les femmes sont Pourquoi contentes. malheureusement... Oui, je sais pas. Tu aimes souffrir. J'adore ça. Pardon. Donc c'est très bien mené. C'est un peu dur parfois. Le dessin est simpliste, mais ça a juste ce qu'il faut pour amener la force du propos. Le fond est très bien, très important et très bien mené. Et là, j'en ai lu quelques-uns depuis tout à l'heure et voilà. Je sais pas si ça sortira en album, mais en tout cas, ça laisse à réfléchir. Voilà. Donc c'est sur Tumblr et l'adresse c'est, je crois, crocodile. Projet crocodile. .tumblr.com. Voilà. Hors sujet. Et donc dans notre nouveau hors-série, nous allons parler de... Non mais je crois que c'était vous qui deviez dire parce que moi j'avais pas The le droit. Boss at the End. The Boss at the End. The Booth at the End. À toi. The Boss at the End. Voilà, et là on l'a fait donc And avec... here comes the Booth at the End. Ouais, Et pourtant, ok. ce n'est pas quelque chose de très rigolo. The Boss at the End est une série... ouais, c'était horrible, je sais. Voilà, La Case au fond est une série... Ah voilà, ça c'est bien ça, La Case au fond. est une série télé qui avait été publiée sur FX et qu'on peut trouver gratuitement sur Dailymotion en sous-titré. Même quand il dit Dailymotion, c'est moche. Hein. Mais c'est parce que c'est français, donc je devrais dire Dailymotion. Dailymotion. Sur Dailymotion, voilà, sous-titré en français car ça n'existe pas en doublé. Nous allons suivre un homme qui est dans un sorte de de bar à l'américaine, qui est donc dans le box au fond, et les gens viennent le voir parce qu'ils ont entendu dire, par un ami d'un ami d'un ami, qu'il pouvait exaucer des souhaits en échange d'une mission. Et les gens vont tous venir le voir avec leur demande. La demande, ça va être « je veux être belle ». La demande, ça va être « je veux être riche ». Ça peut aussi être « je veux que telle personne meure ». Ça peut être « je veux que mon enfant survive à la maladie qu'il a ». Et en échange, il leur demandera de faire quelque chose. Par exemple, pour le monsieur qui veut que son enfant soit guéri de son cancer, il lui dit « bah très bien, il faut que vous tuiez un enfant de 14 ans. Je vous laisse le choisir, mais en échange, je veux les détails, que vous me racontiez tout. » Mais il peut aussi demander des choses très simples. Et dans la première saison, il va aussi demander à quelqu'un « je veux que vous protégiez un enfant de 14 ans. » Qui va s'avérer être le même. On va donc se rendre compte que toutes les affaires des personnages qui vont le croiser sont plus ou moins liées. Il y en a un paquet, il y en a une petite dizaine, il me semble. Dans un format très court, c'est des épisodes de 20 minutes, alors qui ont été surdécoupés sur Dailymotion par petits bouts à chaque fois. En fait, chaque passage avec un personnage est un chapitre, donc tu as des chapitres très très courts, des chapitres un peu plus longs. Et donc on va suivre ce personnage, voilà, dans son box, et savoir ce qui va arriver aux autres. Tout se passe en huis clos. Rien n'est montré de ce qui se passe à l'extérieur, ce sont juste les autres qui viennent raconter parce que ça fait partie du marché, ils doivent raconter. Alors bien sûr, on se demande si ce personnage n'est pas le diable, mais la nonne qui, elle, veut réentendre Dieu, mais qui pour le faire, sa mission c'est de tomber enceinte. Oui, c'est ce qui pose problème quand on est nonne. Voilà. Lui demande, mais qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas le diable ? Et il lui répond, mais rien du tout. Tout simplement. Et on ne le sait pas. Et ce personnage est très mystérieux, on ne sait pas plus. Il est toujours avec son petit calepin où il prend des notes. Il a l'air de l'ouvrir au hasard pour chercher une mission à donner. Il est joué par le remarquable Xander Berkeley, un acteur que j'aime beaucoup, que j'avais remarqué déjà dans 24 heures, il y a un moment. C'est vraiment une série très prenante. Des saisons de 5 épisodes de 20 minutes. Il y a 2 saisons. Donc 10 épisodes. Voilà, la deuxième... Toi, t'es un stit. La deuxième saison... Durée des épisodes 23 minutes. Et montre qu'il y a une sorte de fil rouge qui va apparemment s'intéresser un peu plus au personnage. Je n'ai pas encore vu la deuxième saison en entier, je suis dessus. J'ai juste vu le premier épisode. Et malgré que ce ne soit que du dialogue, que du huis clos, etc., c'est très 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 bien raconté. Franchement, j'ai pris un grand plaisir. Et en fait, La Case au fond serait plutôt le box du fond. Oui, le box du fond, je sais. Mais je trouvais que La Case, ça faisait rigolo. Pour un truc sur la voie des bulles. Ouais, c'est La Case. Voilà. Il y en a qui sont vraiment at the end. Hein.
Voilà, donc je vous le recommande, moi c'est vraiment ma petite pépite que j'ai découverte grâce au blog Humu, H-U-M-U, je sais plus l'adresse exacte, mais je vous le recommande, c'est un très bon blog. Et bien, sur ce, je pense que nous allons pouvoir nous dire au revoir. Au revoir et dire aux gens qu'ils peuvent peut-être nous laisser des messages, même si sur le site, le formulaire il marche pas, et donc du coup, peut-être qu'il sera un jour réparé. Ouais, mais c'est la faute d'Henri, ça. Ouais. Non, c'est la faute de mon hébergeur. Apparemment, j'ai peut-être un gars qui a installé des saloperies sur mon site et qui envoie des mails avec. Tu vois, donc je suis en train d'essayer de trouver comment enquêter. Ouais, et donc mon hébergeur m'a bloqué. Et normalement, j'ai réglé le problème et il m'a pas débloqué. Donc c'est un peu les boules. Demande à Léa, ça lui fera une nouvelle énigme. Qu'est-ce que vous êtes drôles, les gars. Bon, je sais pas comment je vous supporte. laissez des messages sur Facebook, sur iTunes, sur Twitter. sur, Des commentaires. des On aime commentaires. les Laissez plein de com, promis, il y aura une grosse session de com la prochaine fois. Ouais, le 12 juin pour notre dernier live. Le 12 juin. Le dernier live de la saison. Voilà. Avant la Trêve estivale. Avant les vacances. Non, Avant les avant la Avant la trêve centième. estivale, Matt. Les vacances. Avant la trave estivale. La trêve Voilà. estivale. D'ici là, vous entendrez sans doute, enfin, après ça, vous entendrez encore Isaac, l'émission que nous avons enregistrée avec Florent Chafoué. Nous avons enregistré en public, même s'ils n'étaient pas très nombreux au Festival des Calendriers. avec une blague qui a fait un truc de malade. Un énorme moment de solitude de ma part. Oui, c'est des choses qui arrivent. Et oui. Pour la première fois en public, j'ai fait un blanc intégral. Pour la première fois en public. Oui, c'était une bonne blague pourtant, mais je pense qu'on n'avait pas assez de public pour qu'il soit assez réactif. Non, mais le public n'était pas encore assez chaud. En fait, C'est là qu'il nous manque un chauffeur de salle. Ouais, il nous faut un ça chauffeur c'est de vrai. salle. Il nous ouais. La prochaine fois, on leur demande. Bon, nous on vient, mais on veut un chauffeur de salle. Pour en revenir sur le projet Crocodile, moi j'aimerais bien une chauffeuse de salle. Oui, j'en ai une carrée, 2 personnes. Tu peux t'allonger dessus, elle est pratique. Ça, c'est pas le projet Crocodile. C'est une chauffeuse. C'est une chauffeuse. Ouais, mais pas de salle. Mais pour ta salle, tu la mets dans ta. Enfin bon. Je crois que nous sommes en train Allez, de nous bonne perdre soirée à totalement. vous. À très bientôt. Bonne Merci de nous avoir matinée. écoutés. Continuez votre vie. Vous trouverez sans doute des choses plus intéressantes à faire. Life is life. Et sur- merci pour la chanson. Allez, au Au revoir. revoir. Bientôt. Ciao, ciao. Sha-la-la-la-la.